C'est un peu une sorte de descente aux enfers pour celle qui aura été un temps une star de la Silicon Valley. GMA cover story special investigation into the rise and fall of the woman once called the next Steve Jobs. Elizabeth Holmes, the founder of the former health technology company Theranos, faced cross-examination today for the first time in the fraud case against her. Comment ça a pu arriver? Comment une femme partie de rien, devenue malgré elle le symbole du rêve américain, a réussi en quelques années à tromper les plus grands chefs d'entreprise et les investisseurs les plus expérimentés de la Silicon Valley? À une époque où les géants de la technologie émergeaient tels de forces titanesques, Elizabeth Holmes a ébloui le monde avec sa start-up Theranos. Une entreprise qui promettait de révolutionner l'industrie médicale en proposant des tests sanguins révolutionnaires, rapides et peu coûteux. Et dans un pays où l'accès aux soins médicaux représente presque 13 500 $ par habitant par an, l'idée paraissait presque invraisemblable, presque trop belle. Mais derrière la façade brillante de cette start-up, un sombre récit s'est tissé, et des doutes ont commencé à émerger. Bienvenue dans la plus grande fraude de l'histoire de la Silicon Valley. Avant de commencer, il faut comprendre qui est Elizabeth Holmes. Née le 3 février 1984 à Washington, elle est éduquée en grande partie par son papa qui lui a inculqué des principes très axés sur la réussite professionnelle. Ayant lui-même fait une brillante carrière dans diverses très grandes entreprises, c'est donc sans grande surprise qu'elle va intégrer une très grande université, celle de Stanford, aux États-Unis. Et c'est en 2002 qu'Elizabeth Holmes va commencer à étudier la chimie, et notamment la chimie médicale. Dans le cadre de ses études, elle va faire un stage au Genome Institute de Singapour, où elle va travailler sur la détection du coronavirus dans le sang. Alors oui, on est bien en 2002, et à ce moment-là, c'est une maladie qui est très peu répandue. C'est lors de ce stage qu'elle va avoir une idée. Concevoir un appareil de suivi et de dosage des médicaments intégrés dans un patch. Une idée qui en soi plutôt novatrice à l'époque. Et en rentrant de ce stage, Elizabeth va passer 5 jours non-stop devant son ordinateur afin de développer un produit fonctionnel. Elle le présentera à ses professeurs d'université qui l'encourageront à monter sa société. Et elle va donc décider en 2003, à l'âge de 19 ans, d'abandonner ses études pour se consacrer pleinement à cette idée, et elle va fonder sa société, Theranos. Sur le papier, Theranos est censé être une entreprise centrée sur une méthode d'analyse sanguine entièrement automatisée, prétendument rapide et peu coûteuse, qui permettrait de réaliser plus de 1000 analyses en quelques heures à partir d'une simple goutte de sang. Un appareil qui en seulement quelques heures pourrait faire des tests de santé allant du cholestérol au cancer. Et quand on connaît le coût moyen des prises de sang aux États-Unis et même d'un rendez-vous chez le médecin, l'idée paraît plutôt brillante. Et même si l'idée paraît plutôt révolutionnaire, presque impossible à réaliser et encore plus en 2003, ce qui va faire la renommée de ce projet, c'est sa créatrice. Pour l'instant, je vous ai juste présenté son parcours scolaire et sa famille, mais il faut comprendre qu'Elizabeth Holmes a une personnalité assez singulière. Déjà, elle a une voix très grave pour une femme, et une capacité de persuasion largement au-dessus de la moyenne. En fait, elle le dit elle-même, elle est fan de Steve Jobs, le créateur d'Apple. Elle va d'ailleurs, tout au long de sa carrière de chef d'entreprise, essayer de l'imiter. Les cols roulés noirs, les présentations grandioses des produits qui sont mis en scène, un peu comme faisait Steve Jobs avec les produits Apple. Et c'est donc tout logiquement qu'elle va séduire de nombreux investisseurs. Par exemple, Theranos va établir un partenariat avec la chaîne de pharmacie Walgreens & Co. Ce partenariat permettait d'effectuer un test sanguin en pharmacie qui était prétendument analysé par Theranos. Et pendant presque 10 ans, de 2005 à 2014, la jeune prodige de la Silicon Valley va continuer d'enchaîner les investissements en recrutant les meilleurs chercheurs, en levant des millions et des millions d'euros pour arriver à son but. En 2014, la société est valorisée à près de 9 milliards de dollars, et Forbes estime la fortune personnelle d'Elizabeth Holmes à plus de 3,5 milliards de dollars, la classant comme l'une des femmes les plus riches et les plus puissantes du monde. Mais en 2014, quelque chose va tout changer. Ça, c'est la couverture de Forbes, Business Week et Fortune, 3 des plus gros médias de business aux États-Unis. Et si ces médias vont marquer notre histoire, c'est pour une raison très simple. C'est à ce moment-là qu'Elizabeth Holmes, assez connue dans son milieu, va commencer à devenir une figure publique. Durant l'année 2014, de nombreux médias vont commencer à faire parler d'elle et de son entreprise Theranos. Elle est par exemple présentée comme une prodige par l'ancien président Bill Clinton et comme une visionnaire par le vice-président de l'époque, Joe Biden. Les articles se multiplient pour parler de la jeune prodige et de son entreprise révolutionnaire. Et c'est durant une de ces rubriques que plusieurs questions vont alors commencer à émerger. En décembre, The New Yorker va publier une tribune qui rentre un peu plus dans le détail de son entreprise et de son activité.
Dans cet article, Theranos y est présenté ainsi que sa fondatrice. Et c'est à ce moment-là qu'un médecin, Adam Clapper, va se questionner. Il entend parler de la start-up, de ses exploits, mais ne voit aucun chiffre concret ni même d'évaluation, ce qui, normalement, dans le domaine médical, est complètement obligatoire. Adam Clapper va donc décider de contacter un journaliste du nom de John Carey, un lanceur d'alerte qui à l'époque avait exposé plusieurs scandales médicaux au plus grand public. Et pendant un an, John va enquêter sur Theranos et sur sa créatrice. Et c'est en 2015 que le Wall Street Journal, avec l'aide de John Carreyrou, publie une série d'articles dénonçant d'importants dysfonctionnements dans les tests sanguins de Theranos. On dirait que l'entreprise ait probablement exagéré la qualité et la fiabilité de sa technologie. Dans cet article, le Wall Street Journal révèle plusieurs informations. Déjà, en 2006, la société avait dû arrêter la production de l'un de leurs produits puisqu'il semblait trop complexe à réaliser. Theranos avait donc décidé de mettre au point un appareil miniaturisé qui donnait des informations sur votre santé avec une simple goutte de sang. Et pour convaincre les investisseurs, elle avait fait une démonstration en temps réel sur un produit. Le petit problème, c'est que les données qui figuraient sur l'objet étaient tout simplement préenregistré puisqu'il n'était pas fonctionnel. L'article révèle que l'objet avait amené une levée de fonds à hauteur de 9 millions d'euros et que ça avait été confirmé par Alan Payne, l'ancien directeur du laboratoire de la société, qui lui avait révélé que le boîtier ne fonctionnait tout simplement pas. Mais ce n'est pas tout, parce qu'en 2009, Theranos avait voulu augmenter leur capital en demandant aux investisseurs de leur prêter de l'argent. Le problème, c'est que tous les objets qui étaient testés n'étaient pas fonctionnels. Miniaturiser plein d'objets médicaux très complexes dans une petite boîte, c'est pas si évident. Et là on se demande comment ça a pu être le cas si aucune information n'a fuité avant. Et bien la réponse est simple, pour qu'aucune information ne sorte de l'entreprise, Elizabeth Holmes et son bras droit, Ramesh Balwani, avaient des techniques plutôt singulières. Ils exerçaient un management très agressif, qui jouait sur la paranoïa. Quiconque donnait son avis pouvait être licencié sur le champ. Il n'y avait aucune communication entre les services, sauf si on passait par les responsables. Les boîtes mail des salariés étaient surveillées et très régulièrement les managers se permettaient de regarder tout ce qui était envoyé. Mais une question s'est alors posée, comment ont-ils pu faire croire au monde entier que leur technologie fonctionnait ? Bien ça, les articles y répondent plutôt bien. Déjà, il apparaît qu'il y avait très peu d'informations qui étaient divulguées. Les échecs de la startup étaient placés sous le silence, alors que les maigres réussites faisaient l'objet d'une présentation grandiose. Et les quelques données d'analyse sur des patients qui étaient dévoilées étaient en fait des analyses produites par des laboratoires externes. Évidemment, l'entreprise ne le mentionnait pas en disant que c'était grâce au boîtier que tous les tests étaient réalisés. Ce qui est fou, c'est que le directeur de l'époque, Ramesh Balwani, arrivait à faire tenir tous ses secrets pour ne rien révéler au monde. Après la parution de cet article, il est très clair que les utilisateurs du boîtier qu'il utilisait étaient trompés. Le boîtier donnait des chiffres aléatoires et les analyses sanguines n'étaient pas réalisées par Theranos, le château de cartes était en train de s'effondrer pour la start-up. Et rapidement, le ministre de la Santé des États-Unis et la SEC, le gendarme de la bourse américaine, s'emparent du dossier. Ils vont récupérer tous les éléments incriminants que le Wall Street Journal avait mis en avant dans leur article pour ouvrir une enquête judiciaire. Dans les mois qui vont suivre l'apparition des articles, Elizabeth Holmes va tenter de se défendre en donnant des interviews à la télévision. Elle va expliquer que le projet n'est pas encore terminé, que les données sont certes fausses pour certaines, mais qu'il y a des pistes. En fait, ça ressemble plutôt à un appel à ne pas perdre ses investisseurs. Et le mal est déjà fait, l'entreprise va commencer à perdre la confiance des gens qui l'ont aidé. Les pharmacies Walgreens, par exemple, vont décider de rompre leur contrat avec Theranos, beaucoup de salariés vont aussi décider de quitter le navire, et la situation va devenir de plus en plus critique. Dans un dernier élan d'espoir, en 2016, Elizabeth Holmes va tenter de présenter une de ses dernières sorties, le Minilab. Mais les intervenants qui sont dans la pièce ne vont pas réagir comme ils s'y attendaient. Je vous laisse juger par vous-même. You look at the people in the room, and there's clearly been a lot of interest in your company. I would argue that a lot of that comes from the fact that there were these claims that were made that were very broad early on. 70 tests, the whole panoply of lab tests from a couple drops of blood, and the evidence that you presented fell far short of that. So, how should we think about that? Les investisseurs dans la pièce semblent presque gênés d'être là après cette question. La confiance a complètement disparu. La suite de tout ça, c'est que l'entreprise Theranos va sombrer petit à petit, ils vont changer de locaux, diviser le nombre de personnel par 2, les actions de la startup s'effondrent, et en septembre 2017, la société va finalement être dissoute complètement. L'enquête fédérale va poursuivre son chemin même après la fermeture de l'entreprise et va même confirmer toute l'enquête du Wall Street Journal. Depuis le début, Elizabeth Holmes et son cofondateur Ramesh Balwani n'avaient pas de produit réellement fonctionnel. Finalement, la société aurait dépensé près d'$1 milliard depuis sa création, avec l'argent des investisseurs. Et après un procès particulièrement long, notamment dans ce genre d'affaires, le 31 mai 2023, Elizabeth Holmes a commencé à effectuer sa peine qui s'élève à un peu plus de 11 ans de réclusion dans une prison pour femmes.
Ramesh Balwani, le cofondateur, a quant à lui écopé de 13 ans de prison ferme. Ce qui est assez étrange avec cette histoire, c'est qu'à la fin, on a un peu l'impression qu'Elizabeth Holmes a consciemment trahi tout le monde pour de l'argent ou pour autre chose, alors qu'en lisant Bad Blood, un livre écrit par le lanceur d'alerte qui avait exposé les faits, John Carreyrou, elle pensait que pour vraiment marquer le monde, il fallait accomplir quelque chose qui apporterait le plus grand bien. Alors est-ce qu'elle tenait à réaliser son plus grand rêve en apportant le plus grand bien au monde sans jamais y arriver? A-t-elle fait ça pour l'argent? Un peu des deux? Je pense qu'on ne le saura jamais vraiment. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous dis à bientôt, et surtout, n'oubliez jamais d'apprendre.